Parole est à Paul Jacobi pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est sans hésiter que je voterai pour ce texte avec la quasi-totalité des membres du groupe RRDP. 2 ou 3 d'entre eux s'abstiendront sans doute. Qu'il me soit permis pour autant de souligner, comme je l'ai fait en commission spéciale, à quel point nous nous livrons ici, à défaut de pouvoir parvenir rapidement à l'équilibre budgétaire, à un exercice périlleux qui, loin de nous donner une règle solide et stable, ressemble à un numéro d'équilibrisme. Fixer une norme impérative pour l'équilibre du solde courant, voire pour l'indéfinissable solde structurel, relève à l'évidence de la limitation du pouvoir législatif et de ce fait de la norme constitutionnelle. Pour des raisons qui échappent à mes faibles lumières, je crois comprendre que l'on ne souhaitait pas réviser la Constitution. Était-ce par crainte de manquer de suffrage pour une majorité qualifiée des 3/5? Peut-être, bien qu'il me semble que ce n'eût pas été un problème. Et nous en aurons le cœur net lorsque les 2 assemblées se seront prononcées sur la loi organique ou sur le traité lui-même. On me dit qu'il y a d'autres subtilités politiques qui m'échappent, mais je n'en suis pas là. Était-ce, comme je l'ai entendu parfois, parce qu'il ne fallait pas graver dans le marbre cette règle afin de pouvoir en changer lorsque les temps, j'imagine la conjoncture économique générale, seraient plus cléments? Si tel est l'argument, il est absurde pour 2 raisons à la fois pratiques et simples. La première est qu'il est beaucoup plus facile pour la France de modifier sa Constitution, ce qui suppose simplement une majorité qualifiée parlementaire, que de modifier un traité qui suppose d'en référer aux autres hautes parties contractantes, comme on dit, et d'obtenir leur assentiment, ce qui est à peu près impossible. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'on mettrait dans la Constitution les règles issues du traité que l'on en rendrait plus difficile la modification ultérieure, puisque, en tout état de cause, on ne pourra pas se retirer du traité, sauf cataclysme européen qui mettrait à bas toutes les institutions de notre Union. Quant à dire qu'il faudrait abroger ces dispositions le jour où la crise économique sera terminée, d'abord, ce n'est pas demain la veille, et c'est oublier que ce jour-là, il sera infiniment plus facile de les respecter, ces règles, fussent-elles constitutionnelles, ce qui fait qu'à ce moment, plus personne ne songera même à les abroger. Sur le texte lui-même, je comprends parfaitement la signification et l'utilité du concept de trajectoire pluriannuelle en matière de retour à l'équilibre des finances publiques de l'État. Je dois en revanche avouer mon allergie à la notion et à l'expression de loi de programmation. L'expérience, je l'ai dit en commission, permettrait de définir ainsi ces fameuses lois de programmation, je cite, « dispositions législatives indicatives et prévisionnelles adoptées par le Parlement pour plusieurs années et destinées à être contredites par chacune des lois de finances annuelles adoptées dans la durée de leur validité ». Alors, Charles de Courson a rappelé la distinction qui existe entre la loi de programmation parfaitement inutile et superfétatoire et la loi de programmation qui est censée avoir une portée financière. Mais dans le cas d'espèce, si nous rendons la loi organique totalement contraignante, c'est-à-dire que nous sommes sur l'hypothèse de la loi de programmation ayant une portée financière s'imposant aux lois de finances, je ne suis pas certain que nous respections dans ce cas la Constitution par la loi organique et nous encourons la critique du Conseil constitutionnel. Mais si nous donnons à tout cela un caractère moins impératif, moins contraignant, nébuleux, trajectoriel et supputatif, eh bien, nous ne respecterons pas le traité que nous avons signé et que nous allons ratifier. Comme souvent alors en France, dans la difficulté à dire les choses tout en les disant, sans les dire et à les faire sans le dire, on crée une autorité, un conseil, une commission ou quelque chose d'approchant. Dans un moment d'économie et de simplification, où le Conseil d'État et la Cour des comptes ont sévèrement critiqué la prolifération des conseils, agences, commissions, autorités de tout poil, cela paraît à tout le moins aller à contre-courant. Nous voilà donc, cependant, avec un conseil de plus, et pendant qu'on y est, un haut conseil. S'il s'agit de donner un avis préalable sur la sincérité des prévisions macroéconomiques du gouvernement, il ne serait tout de même pas difficile de réunir dans une note de 3 pages l'ensemble des avis de diverses institutions publiques ou privées, nationales ou internationales,
l'INSEE, la Banque de France, la Commission de l'Union européenne, l'OCDE, le FMI, les instituts de prévision et de recherche publics ou privés, de tout poil, de les comparer avec la prévision du gouvernement, confrontant ainsi ce qu'on en appelle le consensus des économistes avec la prévision, toujours insincère depuis au moins 10 ans, des gouvernements successifs. Pour conclure, chaque année, lors de la présentation du budget, le gouvernement explique sa prévision de croissance, notoirement discordante par rapport au consensus, en disant que c'est l'effet de son volontarisme et aussi par l'effet escompté des excellentes mesures que le gouvernement propose au Parlement dans le cadre de la loi. Tout au long de l'exécution budgétaire, le gouvernement explique la discordance persistante et parfois accentuée entre ses prévisions et la réalité constatée, comptant tout naturellement sur l'ignorance du public et la lassitude des parlementaires pour que l'on oublie tout cela rapidement, ce qui d'ailleurs se vérifie à chaque cycle budgétaire. A-t-on vraiment besoin d'un haut comité Théodule de plus pour cela ? Merci, Monsieur Giacobbi.